Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir par téléphone avec Michel Geoffroy, qui est l'auteur d'un livre aux éditions Via Romana. Bonjour, la superclasse mondiale contre les peuples. Voilà, je voulais être certain d'avoir le titre juste. Monsieur Geoffroy, fondamentalement, donc, ce qui ressort dans ce livre, c'est qui dirige le monde. Alors en fait, ce sera ma première question. Alors, le monde, je pense que c'est justement un des problèmes. Il me semble que la superclasse mondiale, c'est un phénomène politique, sociologique, économique, et c'est aussi une classe sociale. C'est pour ça que j'ai employé le terme classe, superclasse mondiale. Ce n'est pas moi qui ai inventé le nom. Le terme de superclasse mondiale a été utilisé notamment par Samuel Huntington. Dès le début des années 2000. Alors, est-ce que la superclasse mondiale domine le monde? C'est justement, me semble-t-il, le grand sujet aujourd'hui. Je pense que la superclasse mondiale a réussi à dominer l'Occident, et en particulier l'Europe, notamment via la post-démocratie européenne qui s'est installée avec l'Union européenne. Mais je pense que le monde lui est en train d'échapper en partie à la superclasse mondiale, en particulier parce que la domination absolue des anglo-saxons via la surpuissance américaine est aujourd'hui de plus en plus contestée, de plus en plus fragile, notamment dans le cadre de ce monde qui est de plus en plus multipolaire, comme on dit. Alors justement, dans votre livre, vous décrivez différents cercles qui composent cette superclasse. Quels sont-ils ? Alors, en fait, je désigne 4 cercles principaux. Le premier cercle, le cœur, je dirais le cœur nucléaire, si je puis dire, de la superclasse mondiale, c'est le pouvoir économique et financier, dont une partie très importante se situe aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Alors pourquoi ? Parce que la superclasse mondiale, de quoi est-elle le nom ? Elle est le nom de l'émergence du pouvoir économique et financier mondialisé, un pouvoir qui s'est de plus en plus affranchi de la tutelle des États, la tutelle de la souveraineté politique, qui notamment se concrétise par l'indépendance, comme on dit, des banques centrales par rapport aux États, et aussi d'ailleurs qui correspond au processus largement de création de monnaie par des banques privées en fait. Bon. Donc le cœur du système, là où le pouvoir est le plus concentré et le plus opaque d'ailleurs, parce que tous ces gens se prétendent des libéraux, mais en fait dans leur fonctionnement interne ils font tout. C'est tout le contraire du libéralisme. Mais donc ça c'est le premier cercle. Le deuxième cercle essentiel pour la superclasse mondiale, c'est le cercle du pouvoir médiatique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en Occident, la plupart des grands médias sont en fait possédés par la puissance économique et financière, les grandes entreprises, voire les grandes institutions, les grandes banques. Les médias ont un rôle essentiel dans le pouvoir de la superclasse mondiale, puisque d'une part, ils contribuent à donner une sorte de diffuser l'idéologie de la superclasse mondiale, qui est l'idéologie libérale, libertaire et cosmopolite. Et puis deuxièmement, les médias contribuent à diaboliser tous ceux qui contestent le pouvoir de la superclasse mondiale, ses œuvres. La troisième composante, ce sont les organisations non gouvernementales et ce que dans notre pays, en France, on appelle la société civile, c'est-à-dire toute une série, alors notamment les ONG, qui sont la composante la plus importante, c'est-à-dire toute une série d'entités qui n'ont pas de statut public, mais qui agissent, qui ont une influence politique et sociale très forte, sans être soumis à la régulation démocratique. Alors, on peut penser par exemple les ONG, prenons simplement un exemple, pensons à toutes les ONG de Monsieur Soros, qui sont présentes dans plus de 140 pays, ONG qui véhiculent l'immigrationnisme, le sans-frontiérisme, ce que Monsieur Soros appelle la société ouverte, c'est-à-dire tout ce qui permet de déconstruire la société. Donc ça, c'est un pouvoir très important. La plupart de ces ONG aussi, il faut le dire, sont très nombreuses, mais en réalité, elles véhiculent à peu près toutes la même idéologie, notamment le cosmopolitisme, et deuxièmement, elles sont largement
d'origine anglo-saxonne et financé donc en général par ce qu'on appelle les philanthropes, c'est-à-dire en fait les milliardaires anglo-saxons principalement. Puis le dernier cercle, c'est le cercle étatique des pouvoirs publics, qui lui a un rôle complètement marginal d'une certaine façon, puisque c'est pas lui qui dirige vraiment la politique. La politique, elle est faite dans les autres cercles, mais il a une fonction, notamment, de gérer les conséquences catastrophiques des politiques mises en œuvre par cette oligarchie. Alors ces différents cercles agissent en synergie. Hein. Ils agissent notamment par rapport au principe d'influence. Hein. Je crois que c'est ça qui est un élément important. La superclasse mondiale n'est pas une aristocratie au sens traditionnel du terme, parce que le cœur de la superclasse mondiale, le cœur économique et financier, ne s'engage pas personnellement dans l'action. Il préfère faire agir pour son compte d'autres intervenants. Et si je reprends l'exemple de M. Soros, M. Soros ne vient pas personnellement à Calais, en France, pour faciliter l'entrée des migrants. Non, il finance les no borders qui vont attaquer la police pour favoriser l'entrée des migrants. Donc c'est pour ça qu'ils sont c'est une oligarchie au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle se tient un peu dans la réserve et fait agir les autres pour son compte. C'est d'ailleurs ce qui contribue à entretenir la thématique du complot, parce que ce sont des gens qui se cachent personnellement, même si leur projet ils ne les cachent pas, ils n'agissent pas personnellement, ils font agir les autres, et en particulier les ONG et le cercle étatique. Voilà. Alors, très intéressant. Effectivement, vous parlez de complot, alors notamment sur Internet, mais aussi dans la discussion que la plupart des gens ont entre eux. On parle souvent, depuis une quinzaine d'années, de Bilderberg, de sociétés secrètes, etc. Dans votre livre, vous faites la part des choses. Vous montrez que il y a plus que des sociétés secrètes. Il y a une idéologie partagée par un grand nombre des individus qui font partie, qui composent ces 4 cercles. Oui, vous avez raison. Alors, c'est un complot, mais un complot un petit peu particulier. Théoriquement, des comploteurs se cachent. Alors, ils cachent leur identité, puis aussi ils cachent le complot qu'ils font. Or, une caractéristique frappante, c'est que tous les oligarques anglo-saxons, depuis au moins la fin du 19e siècle, disent tous la même chose, et ils le disent ouvertement. Ils disent tous qu'ils veulent remplacer la souveraineté des États par ce qu'ils appellent une gouvernance mondiale ou un gouvernement mondial. Alors, j'ai cité de nombreux exemples. Rockefeller qui dit, il écrit ça dans Newsweek en 1999, il dit quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. Je cite par exemple aussi Edmond Rothschild qui dit en 1970, le verrou qui doit sauter à présent, c'est la nation. Bref, tous ces gens ne se cachent absolument pas. D'ailleurs, le forum de Davos, une partie importante des travaux du forum de Davos est accessible sur Internet. On peut regarder ce qu'ils disent. Donc ils ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas de leur projet. Alors pourquoi on parle de complot ? Je dirais pour 2 raisons fondamentales. La première, je l'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils n'agissent pas personnellement. Ils ne se présentent pas aux élections pour dire aux élections démocratiques dans les pays occidentaux pour dire bonjour, voilà, c'est un parti qui veut supprimer les États et la souveraineté des peuples. Non, ils agissent, ils essaient de rendre incontournable, comme ils disent aujourd'hui, ils essaient de rendre incontournable cette évolution vers le gouvernement mondial. Donc c'est la première chose pour laquelle c'est un complot, parce qu'ils veulent forcer la main au peuple. Et puis deuxièmement, c'est un complot parce que le projet lui-même, et vous avez raison, il y a une idéologie effectivement derrière tout ça, ce projet lui-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mondialisme, mais ce qui est en fait, ce qui n'est jamais que les nouveaux habits du vieux cosmopolitisme, de Diogène le cynique, qui était d'ailleurs un fils de banquier, comme je le rappelle. C'est pas un hasard. Tous ces gens, le projet du gouvernement mondial, c'est pas comme l'a écrit Jacques Attali, la démocratie planétaire, n'est-ce pas ? C'est pas vrai du tout. Le gouvernement mondial, ça s'appelle la dictature mondiale. Et donc le but réel de ces gens, c'est de mettre en place un projet liberticide qui
contre l'identité des peuples, on le voit bien avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour de l'immigration, qui est contre la souveraineté des peuples, parce que si on supprime les États, la souveraineté des États, ça revient à supprimer la souveraineté des peuples. Et puis c'est même un projet contre l'humanité de l'homme. Et on le voit aujourd'hui avec tout ce qui tourne autour de ce qu'ils appellent le transhumanisme, qui est en réalité la suppression de l'humanité de l'homme. Donc c'est un projet, c'est en cela que le complot est le plus extraordinaire et le plus terrible. C'est que c'est effectivement un complot contre la liberté du monde, mené par un petit groupe. Alors effectivement, il y a différentes modes d'action. Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'influence qui agit, qui est un mode préférentiel d'action. C'est pour ça qu'il y a ces grands groupes de réflexion, de remue-ménage, de brainstorming collectif, comme le Davos, comme le Bilderberg, comme la Trilatérale, qui sont des occasions où les gens se rencontrent, où on fait agir les gens les uns avec les autres. Donc ça permet de diffuser une même idéologie parmi les dirigeants qui y participent. Alors effectivement, ils sont pas très nombreux à l'échelle de la planète. Le Bilderberg, c'est quoi? C'est 400 personnes. La Trilatérale, c'est à peu près 400 personnes. Davos, ça rassemble tous les ans à peu près 2000 à 2500 personnes. Aux États-Unis, le Council of Foreign Relations, c'est 4700 personnes, 4500. Donc à l'échelle de la planète, c'est effectivement un petit nombre. Donc ça renforce bien cette idée de petit groupe. Mais encore une fois, ces gens-là ne cachent nullement leur projet de bâtir un gouvernement mondial à leur profit et à leur intérêt. Alors, sauf erreur, je pense que vous l'aviez lu, il y avait un livre de David Rothkopf qui était sorti en 2009, La Caste en français, Superclass en anglais. Il estimait le nombre, donc évidemment il y a une dizaine d'années, le nombre d'individus à 30 000 dans le monde à peu près. Oui, alors c'est variable. Enfin, il y a plusieurs entrées. Ce que j'ai un peu évoqué, Huntington lui évoque des chiffres beaucoup plus élevés parce qu'il raisonne par rapport au nombre de milliardaires, au nombre de millionnaires en dollars. Alors évidemment, plus vous diminuez la référence, plus vous augmentez les gens. Mais effectivement, enfin, je veux dire, si on prend les dirigeants des grandes banques mondiales et des grandes entreprises transnationales, on pourra en dire un tout petit mot sur les grandes entreprises transnationales parce que c'est un élément important du pouvoir de la superclasse mondiale, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des grandes entreprises qui ont des pouvoirs très supérieurs à ceux des États. Elles sont d'ailleurs même plus riches que beaucoup d'États. Les 100 plus grandes entreprises transnationales mondiales, dont 70% sont américaines, enfin d'origine américaine, ont un chiffre d'affaires supérieur à celui de l'Union européenne, si vous voulez. Donc on est dans des entités qui ont des pouvoirs considérables, et en particulier qui ont le pouvoir de se localiser où elles veulent. C'est ça. Alors évidemment, si on prend uniquement les dirigeants de ces centaines d'entreprises, évidemment, on arrivera à des chiffres relativement limités. Je pense que par contre, si on raisonne avec l'ensemble des différents cercles que j'ai évoqués, eh bien, en fait, on obtient une population relativement importante, mais encore une fois, à l'échelle de la planète, et même à l'échelle de la population occidentale ou européenne, ce n'est qu'une toute petite minorité. C'est bien pour ça que c'est une oligarchie au sens propre. Ils sont petits. C'est un pouvoir concentré, ils sont peu nombreux. J'ajoute que pour avoir fréquenté Davos et quelquefois, et dans ma vie précédente, dans mon métier précédent, quelques-uns des dirigeants de grands groupes d'informatique, de logiciels notamment, des Larry Ellison, des Marc Benioff, etc. Bon, et on voit qu'il y a aussi une concentration du pouvoir par le biais de la cote en bourse des actions de ces entreprises chez des hedge funds, dont les quelques très grands possèdent par différents leviers un pourcentage énorme d'influence dans ces entreprises, et que si on prend les conseils d'administration de ces quelques grands hedge funds, une trentaine, centaine de personnes, il y a un pouvoir disproportionné de manière impressionnante. Oui, alors vous avez parfaitement raison de souligner ce point. D'ailleurs, je l'évoque dans le livre rapidement, uniquement pour les entreprises du CAC 40 en France, où effectivement on constate que certaines
personnes sont membres de plusieurs conseils d'administration, donc en réalité, les conseils d'administration, très importante, est concentrée dans un petit nombre de gens. Hein, ça c'est tout à fait exact. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, rapidement, tous ces gens préconisent le libéralisme libertaire, hein, ils préconisent la déconstruction des protections, la concurrence, etc., etc., mais eux-mêmes, dans leur fonctionnement interne, ils font tout le contraire. Hein. Ils financent les mouvements féministes, mais le pouvoir est fondamentalement un pouvoir masculin. C'est un pouvoir qui n'est pas du tout transparent, mais opaque. D'ailleurs, les grands groupes défendent le secret des affaires, n'est-ce pas, tout en préconisant la transparence pour les autres, et notamment pour les États. Donc, si vous voulez, ils vivent sur un double standard permanent, hein, parce qu'ils utilisent l'idéologie pour déconstruire les autres, notamment déconstruire les États et les nations, et en particulier aussi pour détruire les protections économiques et tarifaires. Mais dans leur fonctionnement interne, ils sont très monopolistiques. Hein. Oligarchie, c'est un pouvoir concentré et ramassé. Hein. Ils n'ont pas du tout l'intention de laisser la concurrence jouer. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui sur l'initiative qui a été prise à l'égard dite des fausses nouvelles partout, hein, les fake news comme on dit, qui est en fait une volonté cynique d'empêcher le développement des moyens d'information concurrents des médias mainstream qui sont possédés par cette oligarchie. Donc c'est vraiment une des illustrations du fait que tous ces braves gens appliquent le vieil adage, comme on dit en français, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Hein. C'est vraiment ça. Alors, j'ai deux questions naïves. La première est la suivante. Je pense que la poser, c'est y répondre, mais enfin... mais alors, cela veut dire que nous ne sommes plus en démocratie. Oui, vous avez raison. Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes en post-démocratie. Alors, qu'est-ce que c'est que la post-démocratie? C'est un système. C'est un peu le retour de la conception révolutionnaire de la démocratie telle qu'elle a été pratiquée, notamment sous la Révolution française en France, dans toutes les périodes révolutionnaires. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas un processus. C'est pas le processus des élections libres où la majorité du peuple désigne ses représentants. C'est une idéologie. Donc, aujourd'hui, la post-démocratie, ça veut dire que n'est démocratique que celui qui respecte, n'est démocrate que celui qui respecte l'idéologie de la superclasse mondiale, c'est-à-dire l'idéologie libérale, libertaire et cosmopolite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a inventé à l'égard des pays du groupe de Visegrad, par exemple, le concept de démocratie illibérale, c'est-à-dire que tout pays qui ne veut pas ouvrir ses frontières, détruire ses frontières et laisser l'immigration non régulée n'est pas considéré comme démocratique. Donc ça veut dire que la démocratie, c'est plus un processus, c'est une idéologie que l'on impose. Et on l'impose de deux façons, en fait, fondamentalement. Premièrement, c'est la tyrannie des minorités. Et deuxièmement, c'est le gouvernement des juges. Alors la tyrannie des minorités, on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que on a renversé le fonctionnement classique des démocraties. On nous explique que la démocratie, c'est préserver les droits des minorités. En fait, c'est pas les droits des minorités, c'est les exigences des minorités. Et on le voit, on l'a vu par exemple avec tout ce qu'on appelle les réformes dites sociétales, qui consistent à satisfaire les exigences de minorités sexuelles diverses et variées contre la loi de la majorité. Bon, ça c'est la première conséquence. C'est un moyen de déconstruire la démocratie, parce que ça veut dire que la majorité ne sert à rien. Hein. La politique, ce qui compte, c'est pas la majorité qui fait la politique, c'est les minorités, et en particulier donc les minorités idéologiques qui imposent leur idéologie. Et puis la deuxième composante de la post-démocratie, notamment au sein de l'Union européenne, c'est caricatural, mais d'une certaine façon aux États-Unis aussi, c'est le gouvernement des juges, qu'on appelle en novlangue état de droit. Mais le gouvernement des juges, c'est quoi? Ça veut dire qu'on transfère le pouvoir à des juges inamovibles et irresponsables politiquement, qui ont plus de pouvoir aujourd'hui que les élus, qui eux sont amovibles, puisqu'ils sont soumis aux élections, et ils sont responsables politiquement. Donc c'est une inversion du processus traditionnel, même la conception grecque de la démocratie, où c'est la loi qui fait le droit et pas l'inverse. Alors qu'aujourd'hui, c'est le droit qui s'impose aux législateurs. Et si on prend un exemple, par exemple, au sein de l'Union européenne aujourd'hui, ce sont les juges
qui font la politique migratoire. C'est les juges qui décident si quelqu'un doit entrer, doit rester, Les juges font tout. On voit même qu'ils ont même le droit de vie, de mort aujourd'hui. Les juges sont capables de décider si vous devez mourir ou pas. Bon, donc, c'est vraiment un phénomène, c'est une inversion très forte du système politique, notamment en France, qui a commencé dans les années 70, mais qui aujourd'hui a pris des proportions extraordinaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les législateurs, notamment au sein de l'Union européenne, ont très peu de pouvoir parce que soit ils sont soumis aux juges, soit ils transcrivent les directives de l'Union européenne. Donc effectivement, votre question est bonne. Oui, non, nous ne vivons plus en démocratie. Alors, je fais un petit bémol. C'est vrai dans l'ensemble de l'Occident, mais je dirais c'est variable selon les pays et en particulier en Europe. Je pense que l'Union européenne est dans la pire situation, les pays, et en particulier les pays de la zone euro. Il y a d'autres pays qui ont un peu plus de marge où les peuples, j'évoquerai même bien sûr le cas emblématique de la Suisse, mais il y a quand même dans certains pays, notamment aux États-Unis, il y a encore un peu un pouvoir des élus, mais fondamentalement nous ne sommes plus dans un système démocratique. Pourquoi ? Parce que il s'agit de contrôler la population. La superclasse mondiale, elle supprime la souveraineté des peuples, elle le remplace par le contrôle de la population. C'est le contre, c'est-à-dire en clair la dictature, qui ne dit pas son nom. C'est une dictature molle, mais c'est déjà une dictature. Alors la deuxième question naïve, c'est que pour avoir fréquenté quelques-unes de ces personnes qui font partie de cette superclasse, j'ai eu l'impression, en tout cas, que très sincèrement, ces gens pensent, en tout cas individuellement, et ces gens, faut le dire, vous le dites très bien dans votre livre, ils se fréquentent, ils se marient entre eux depuis très longtemps. Eh bien, j'ai l'impression que ces gens pensent que c'est une très bonne chose, ce qui est en train d'arriver, qu'ils font cela pour le bien. Ils sont absolument convaincus que c'est pour le bien. Alors la question c'est, est-ce qu'ils sont en dissonance cognitive ? Est-ce qu'ils sont à se donner, à se draper d'oripeaux de justification d'actes qu'ils savent au fond d'eux-mêmes très bien qu'ils sont uniquement à leur avantage, ou alors est-ce que c'est une forme de folie ? Alors, vouloir le bien, c'est pas suffisant. On a une vieille fable de La Fontaine qui s'appelle l'ours et l'amateur des jardins, qui raconte l'histoire d'un ours qui veut faire le bien de quelqu'un qui dort parce qu'il a une mouche sur la tête, et donc qu'est-ce qu'il fait ? Il veut tuer la mouche et il prend un pavé et il écrase la tête du dormeur pour tuer la mouche. Eh bien, c'est un peu ce que fait c'est une allégorie de ce que vous dites. Il suffit pas de dire je veux faire le bien des gens. Encore faut-il le faire. D'abord, la question c'est qu'ils veulent faire le bien des gens malgré eux, malgré la vie des gens, ce qui est déjà un bon signe. Deuxièmement, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, effectivement, vous avez raison, ces gens sont intimement persuadés, d'ailleurs les phrases que je citais tout à l'heure, ils sont intimement persuadés que c'est très bien. Bon, le petit problème, c'est que c'est une croyance. Les révolutionnaires aussi, je pense que les tchéquistes qui tuaient des gens en URSS devaient sans doute penser que c'était très bien pour la révolution, si vous voulez. Il faut donc, c'est pas suffisant de dire je veux faire le bien, c'est trop simple. La question c'est comment on définit ce bien. Or, eux-mêmes, le bien n'est pas défini, on définit pas le bien commun au cas d'espèce. Ils définissent le bien d'une façon unilatérale. Ils nous expliquent d'abord que le pouvoir économique est bien plus bienfaisant que le pouvoir politique. C'est un des éléments de leur idéologie. Alors c'est déjà un raisonnement qui est pas très honnête, puisque en réalité c'est leur propre pouvoir. Donc ils sont à la fois juges et partis. Ils expliquent que leur propre pouvoir est préférable à celui des autres. Ça pourrait faire l'objet d'un débat. Alors justement, il n'y a pas de débat. Il faut se méfier en général, oui. Ils veulent l'imposer. Alors, effectivement, il y a des gens qui sont très bien, mais la vérité, c'est que la superclasse mondiale vit dans un monde clos. Elle ne vit pas dans le même monde que les autres. Oui. Elle explique par exemple que la société multiculturelle c'est très bien, il faut s'ouvrir aux autres, mais eux, ils ne vivent absolument pas dans une société multiculturelle. Ils vivent dans des quartiers sécurisés, privilégiés, ils prennent jamais les transports en commun, ils vont pas faire leurs courses dans des supermarchés, ils n'habitent pas dans des banlieues de l'immigration. Oui, donc, si vous voulez, ces gens
ces gens ont une extraordinaire aptitude, un petit peu comme l'ancienne noblesse sous l'Ancien Régime, n'est-ce pas, qui était ouverte aux idées nouvelles, mais qui vivait dans un monde complètement protégé, n'est-ce pas, alors qu'évidemment pouvait se permettre de parler du peuple sans être du peuple. Ces gens-là vivent dans un monde clos. Clos. Ils vivent dans un monde complètement protégé et privilégié. Donc, ils n'ont pas une bonne vision de la réalité. Ils ne voient même pas les conséquences de ce qu'ils font. C'est un élément qui a beaucoup changé. Dans le passé, les dirigeants des entreprises, bon, vivaient dans leur monde, mais enfin, ils côtoyaient quand même une partie de leurs employés, de leurs salariés. Ils vivaient dans des villes, ils vivaient pas dans des mondes complètement isolés. Aujourd'hui, le président d'Apple, les grands responsables des GAFA ou des grandes entreprises mondialisées ne connaissent absolument pas les gens qu'ils emploient. Ils vivent dans un monde à part, si vous voulez. Donc, ça leur permet évidemment de vivre dans un monde rêvé, un monde bisounours où tout est merveilleux, où l'abolition des frontières est un progrès pour tout le monde, où la déconstruction des réglementations permet de développer la richesse. Mais c'est une illusion. En fait, ils vivent entre eux, ils vivent enfermés dans leur bulle. Ce sont des bullocrates, pour reprendre l'expression de Jean-François Cade, là, le journaliste français, qui disait ça. Les gens, ils vivent dans une bulle protectrice. Alors évidemment, dans cette bulle, on peut tout faire. Tout ça est merveilleux. Comme la nomenclature, c'est une nomenclatura, exactement comme la nomenclatura communiste trouvait que le système communiste était très bien, évidemment. Alors, j'ai encore deux questions. La première, c'est que le risque très grand de cette oligarchie que vous décrivez très bien dans votre livre, je rappelle le titre, La superclasse mondiale contre les peuples, le risque, c'est qu'elle peut nous apporter des désastres à très grande échelle qui peuvent également importer et toucher cette superclasse. Est-ce que vous pensez qu'ils s'en rendent compte ou qu'ils sont, du fait de cette bulle, complètement dans le déni de ces désastres? Alors, je pense qu'ils sont globalement dans le déni, puisque globalement, ils n'en supportent pas trop les conséquences. Ils pratiquent ce que d'aucuns ont appelé le processus de destruction contrôlée. C'est-à-dire que je détruis, parce que globalement, la superclasse mondiale, effectivement, provoque le chaos. C'est un de ses instruments. C'est une dialectique du chaos et du contrôle. C'est-à-dire qu'elle provoque le chaos pour affermir son contrôle. Bon, mais elle essaie à chaque fois de s'en protéger. Si on regarde, par exemple, la crise financière de 2008, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu effectivement un établissement bancaire qui a été victime de cette crise, mais globalement, l'oligarchie bancaire n'a absolument pas souffert, d'ailleurs, puisque on a fait appel aux contribuables pour renflouer les banques qui étaient en crise. Donc, si vous voulez, ces gens, pour l'instant, ne subissent pas directement le désastre. Ils ne subissent pas, par exemple, les conséquences de la destruction des frontières, puisque eux-mêmes profitent justement de l'abolition des frontières pour localiser leurs richesses et échapper aux régulations nationales et notamment fiscales. Bon, donc eux réussissent pour le moment à passer au travers. Ils ne sont pas victimes de l'insécurité, ils sont assez peu victimes des conséquences de l'immigration, de peuplement, du chaos migratoire. Donc si vous voulez, ils réussissent pour l'instant à échapper au désastre qu'ils provoquent, sinon ils ne le provoqueraient pas. Je pense qu'ils ne sont pas complètement absurdes. Et donc ils essaient quand même de très largement d'échapper à au chaos qu'ils ont développé. Sauf bien sûr hypothèse qui à mon avis est peut-être plus qu'une hypothèse, qui est aujourd'hui un risque qu'on doit prendre en considération, c'est que je pense qu'une partie de la superclasse mondiale se rend bien compte quand même que le monde lui échappe, que son pouvoir sur le monde globalement diminue,
suffit de voir l'actualité aujourd'hui, regardons ce qui se passe en Asie, regardons l'affaire de la Corée, bon, à chaque fois, globalement, et donc je pense que certains oligarques partagent peut-être l'idée qu'une bonne guerre permettrait de rétablir leur pouvoir sur le monde. Bon, alors à ce moment-là, dans l'hypothèse d'un conflit global, peut-être que le risque serait aussi sensible pour la superclasse mondiale, parce qu'en général, les guerres, ça détruit les actifs et les capitaux, et donc ça peut être un problème. Mais je pense que jusqu'à présent, ils sont quand même plutôt protégés des conséquences chaotiques qu'ils mettent en œuvre. Alors sur la gestion par le chaos, je renvoie nos auditeurs à notamment aux travaux du journaliste Pepe Escobar et de Naomi Klein, qui ont écrit sur ce travail. Alors peut-être ma dernière question, qui peut être assez longue d'ailleurs à répondre, mais que pouvons-nous faire en tant que citoyens, en tant que petits membres de la société de plus en plus globale? Qu'est-ce que l'on peut faire face à la superclasse mondiale? Je pense d'abord qu'on peut déjà la désigner. Ça permet de comprendre le monde, parce qu'encore une fois, je crois qu'on ne peut pas comprendre les événements aujourd'hui si on continue de penser que ce sont les gouvernements qui gouvernent en Europe comme si de rien n'était. On peut pas agir si on continue de penser que les médias font de l'information, nous informent, etc., etc. Donc déjà, je pense que prendre conscience des choses. À partir de là, en tant qu'individu, qu'est-ce que je dirais? D'abord, moi je pense qu'il faut échapper au pouvoir médiatique, qui est en fait donc le pouvoir de la superclasse mondiale. Il faut ne pas rester esclave de la télévision et des grands médias mainstream. Il ne faut pas hésiter à se renseigner sur Internet. Il faut profiter encore de ces espaces de liberté pour s'informer et pour sortir du moule dominant. Bon, je crois aussi qu'il faut tout faire pour rétablir la souveraineté du politique, c'est-à-dire qu'il faut essayer de donner, il faut d'abord, à mon avis, voter pour les partis ou les mouvements qui contestent la politique conduite par la superclasse mondiale. Il faut arrêter de faire confiance à tous les partis institués aujourd'hui qui très largement sont en fait des instruments de la superclasse mondiale. Alors, je dirais aussi qu'il ne faut pas verser dans le pessimisme. J'ai essayé un peu de renouveler la réflexion, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, il y a déjà eu beaucoup d'ouvrages, de mémoires, de communication sur ce sujet. Donc je ne suis pas complètement nouveau. J'ai par contre essayé de renouveler la réflexion en montrant que dans quel processus s'inscrivait cette oligarchie, cette superclasse mondiale, et deuxièmement d'avoir une vue un peu prospective. Qu'est-ce qui est en train de se passer, et pas rester complètement sur le présent. Alors, il ne faut pas être pessimiste, c'est-à-dire que certes, la superclasse mondiale a réussi beaucoup de choses aujourd'hui. Elle a réussi notamment, elle a réussi à s'enrichir, mais ça c'est une chose. Elle a surtout réussi donc à imposer sa domination et sa dictature molle en Occident et en Europe en particulier. Par contre, si on regarde à l'échelle du monde, c'est pas le cas du tout. À l'échelle du monde, le monde est en train d'échapper aux mondialistes, si je puis dire. Le monde aujourd'hui, la puissance. D'abord, la puissance occidentale est en train de diminuer. Alors, c'est pas forcément une bonne chose pour nous, mais c'est quand même une réalité à laquelle il faut compter. Il y a des pays, nous assistons au retour des grandes civilisations, que ce soit la Chine, l'Inde, l'Eurasie, la Russie. Pensons aussi au grand mouvement de l'islam, qui est une contestation aussi de l'unilatéralisme occidental, sa prétention à imposer le monde, imposer au monde son idéologie. Donc, à l'échelle du monde, la superclasse mondiale est un pouvoir de plus en plus fragile, n'est-ce pas? Les milliardaires anglo-saxons, ils sont peut-être très puissants, mais ils représentent une proportion infime de la population mondiale. Oui, et les Chinois arrivent. Voilà, les rapports de force sont en train de changer. Je rappelle souvent, en 1945, après les deux saignées des deux guerres mondiales en Europe, la population de l'Europe était plus nombreuse
que la population de l'Afrique. Faut quand même Oui, le savoir c'est vrai. aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, selon les prévisions les plus moyennes de l'ONU, qui sont d'ailleurs en permanence revisitées à la hausse, selon les prévisions moyennes de l'ONU, 40% de la population mondiale sera africaine en 2100. Donc, les rapports de force évoluent. Donc il faut qu'on ait conscience que le monde évolue et il n'évolue pas en faveur du pouvoir de la superclasse mondiale qui est de plus en plus contesté. On voit que la capacité, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelque temps, le département d'État américain a publié une statistique sur le nombre de délibération de l'Assemblée générale des Nations unies qui avait suivi la position américaine. En fait, la statistique montre qu'en 2017, il n'y a que 31% des délibérations de l'Assemblée générale des Nations unies qui étaient conformes aux souhaits américains, c'est-à-dire 10% de moins par rapport à 2016. Ça veut dire qu'on voit bien qu'au plan mondial, la superclasse a du mal, a de plus en plus de mal à imposer cette situation. C'est pour ça, c'est son idéologie et ses intérêts. C'est pour ça que je dis c'est aussi une situation dangereuse parce que comme elle voit que le monde lui échappe, je pense qu'elle peut être tentée de provoquer une conflagration parce qu'elle pense encore être en mesure de la gagner. Ce qui reste à discuter, c'est peut-être pas impossible, mais c'est pas non plus certain. Donc voilà. Donc il faut pas quand même être pessimiste. Il faut pas non plus considérer que les oligarques, les comploteurs là, le problème d'une approche trop pessimisme du complotisme, c'est qu'on finit par penser que les complotistes réussissent toujours tout, quoi. Hein. Ils sont capables de tout faire, de tout maîtriser. C'est pas vrai. Ils maîtrisent pas tout. La preuve, donc d'une part au niveau mondial, même en Europe. En Europe, on voit bien que la montée de ce qu'on appelle ce qu'ils appellent avec mépris le populisme, c'est-à-dire en fait le fait que les peuples commencent à en avoir assez de la politique qui est conduite par cette oligarchie, en fait, partout dans tous les pays, il se produit un phénomène de révolte politique qui pour l'instant ne s'est pas encore concrétisé, mais qui existe quand même. De même, on voit bien aujourd'hui que le pouvoir médiatique est de plus en plus contesté. Tout le monde, la crédibilité des médias mainstream, a chuté dans tous les pays. Alors, je parle même pas, y compris aux États-Unis, puisqu'on a même le président qui fait campagne contre les médias. Donc, je veux dire, c'est des choses. Donc, ça aussi, ça montre bien que le pouvoir de la superclasse mondiale est un pouvoir qui commence quand même à être contesté. Donc il faut pas être pessimiste, il faut pas se résigner, il faut pas être pessimiste. Les choses peuvent changer, elles peuvent changer en mal, hein, bien sûr, mais elles peuvent aussi changer en bien. Il peut se produire. Regardons ce qui se passe, par exemple, en Europe de l'Est avec les pays du groupe de Visegrad, qui sur un certain nombre de sujets sont de fait en rupture avec la politique de l'Union européenne. Ils protègent leurs frontières, etc. Donc, je veux dire, il faut surtout pas, à mon sens, céder au pessimisme. C'est le piège que nous tend la superclasse mondiale. Hein. Elle veut nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule issue, comme disait Madame Thatcher. Hein. Il n'y a pas d'alternative à notre politique. C'est pas vrai. Il y a des alternatives. Il faut en avoir conscience et il faut œuvrer, chacun à son niveau, pour qu'elle puisse avancer. Donc, faut pas être pessimiste. Eh bien, sur ces mots, je vous remercie beaucoup. Je rappelle votre livre. Je mettrai le lien en dessous de la description, La superclasse mondiale contre les peuples de Michel Geoffroy. Je vous remercie beaucoup et Merci beaucoup. à une très prochaine.